Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Old Fashion. Nous quittons aujourd'hui le froid parisien pour s'envoler dans un pays où l'instabilité météorologique est reine, dans le Pays Basque. Et Tom, tu voulais donc nous parler d'un petit poussé qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et oui, on va parler d'Osasuna, l'un des 4 clubs à représenter la région frontalière avec l'Hexagone. Invité récemment à participer à la Supercoupe d'Espagne, évidemment en Arabie Saoudite, parce que bon, ça serait trop facile sinon. Il était accueilli avec le Real Madrid, le Barça et l'Atlético, donc vraiment petit poussé par rapport à eux. Ils étaient finalistes de la dernière Copa del Rey, une sacrée histoire au XXIe siècle pour le petit club d'Osasuna. C'est donc l'heure d'ouvrir le grimoire de la tumultueuse épopée de ce club de Navarre. Alors justement, pourquoi on parle souvent du mythe de Goliath lorsqu'on parle d'Osasuna ? D'abord parce que c'est un petit club de la ville de Pampelune, une bourgade de 200 000 habitants, à la frontière entre le nord boisé et le sud aride de Navarre. Seul Très club bel accent espagnol, hein. Pampaloon. de Pampelune, c'est encore pire en anglais, hein. Le seul club de cet ancien royaume, et il rassemble des populations très diverses, du coup, entre le nord et le sud, très différents, mais qui s'unissent autour du travail de la terre, un esprit laboureur que l'on ressent au club depuis sa création, d'autant qu'il fait partie d'un club restreint de clubs espagnols qui sont détenus par leurs socios, hein. Ça veut dire que les supporters sont propriétaires de leur club, comme au Barça, au Real Madrid et l'Athletic Club, le voisin basque. Seul club basque du coup, qui a un nom basque, c'est assez marrant, Osasuna voulant dire santé dans la langue locale. Son identité basque résonne dans toute la région, avec des derbys très amicaux contre Bilbao et la Sociedad, et le dernier c'est contre le Deportivo Alavés. Une entité qui a longtemps causé beaucoup de problèmes avec les régimes nationaux, des pro-castellans évidemment, et donc qui voulait réprimer la population à travers ce club. De là vient la nature conquérante de ce petit club contre les institutions telles que le Real, club haï à Pampelune. À Pampaloon, évidemment. Et ce qui me permet de faire un petit coup de projection aussi sur les épisodes qu'on avait sortis juste avant Noël sur l'Athletic Club et sur la région de Gokispua, je crois. C'est comme ça qu'on dit, je me rappelle plus, qui est une région Toi aussi de... l'accent est pas mal. Ouais, il est catastrophique, on va pas se mentir, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est très intéressant. Et justement, tu parlais de cet esprit conquérant, cette grinta, comme on dit chez nos amis hispanophones, c'est cette fameuse grinta qui va les mener au cours de leur histoire en Coupe d'Europe. Oui, effectivement, après 60 ans d'histoire sans grande trace, malgré une grande histoire plutôt en première division, Osasuna a atteint la Coupe de l'UEFA à la fin des années 80 pour la première fois de leur histoire. Et malgré une victoire contre les Rangers, l'aventure se coupe assez court. Ils participent à nouveau en 91 avant d'être éliminés au troisième tour. Bon, c'est des petites histoires, mais bon, quand t'es un petit club, c'est important de les noter. Mm. Après longue période en seconde division, le club démarre le nouveau siècle avec une belle demi-finale de Coupe du Roi en 2003. Le succès du club est à son paroxysme. Les années qui suivent sont probablement les plus belles de l'histoire du club. Avec justement cette fameuse épopée en 2005. Ouais, constitué essentiellement de joueurs formés au club ou nés en Navarre, l'équipe de Javi Aguirre, qui est devenu par la suite sélectionneur du Mexique notamment, a atteint la première finale de son histoire de Copa del Rey, moment historique pour un si petit club. Opposé au Real Betis d'un jeune Joaquin, qu'on connaît bien, On connaît bien, c'est ouais. une occasion en or de venir remporter un premier trophée et marquer son histoire. Bon, premier trophée, évidemment, il y a les trophées de seconde division que je ne compte pas là-dedans. Malheureusement, un but des Sévillans en bout de prolongation leur empêchera d'atteindre le Graal suprême. Les aventures européennes reprennent, la belle campagne continentale de Coupe de l'UEFA qui les voit éliminer notamment Bordeaux et les Rangers, mais surtout une victoire 3-0 à Leverkusen en quart de finale qui marquera les esprits dans un nouvel épisode de David contre Goliath. Malheureusement, l'épopée prend fin après une élimination disputée contre les futurs vainqueurs sévillans. Et là, les problèmes commencent. Ouais, justement, Flo nous avait concocté un petit épisode il y a quelques semaines sur l'épopée de la Corogne, qui après de magnifiques résultats avait fini par s'écrouler. Est-ce qu'on peut voir quelconque similitude avec Osasuna ? Bah, déjà, il faut voir la similitude des débuts des années 2000 pour ces petits clubs, mais du Oui. coup, les saisons suivantes, en tout cas, se ressemblent pas mal avec de nombreuses luttes en bas du tableau. Le petit budget du club, autour de 50 millions d'euros, autant que celui du FC Lorient, est 13 fois moins que celui du Real, a limité grandement le développement du club familial avec très peu de revenus privés. Les problèmes financiers s'empirent lorsque le président Pachi Isco, hein, pas à mélanger avec le légendaire joueur du Betis aujourd'hui, claque la porte en 2012, révélant alors des dettes de plus de 80 millions d'euros, alors inconnues aux membres du club et aux supporters.
les impôts impayés et des vols de la direction, les socios sont sous le choc. Au point où l'EDF local est venu éteindre les lumières du stade un jour parce qu'il n'y avait pas de facture payée. La suite est presque toute écrite. La relégation s'ensuit, la dernière journée de la saison 2013-2014, après 14 journées dans l'élite, se termine sous une houleuse bataille entre supporters sur le terrain. Des révélations de matchs truqués sortent dans la presse quelques mois plus tard, le scandale menant à l'emprisonnement d'une bonne partie de la direction pour avoir acheté le maintien quelques saisons auparavant. C'était déjà écrit. Eh bien, si John Textor pouvait aussi mettre quelques billets pour que les habitants arrêtent de couler l'OL, ce serait pas mal, je prends, hein. Peut-être qu'on sera relégué dans quelques années quoi qu'il arrive. Enfin bref, qu'est-ce qu'il est arrivé au club finalement ? La saison 2014-2015 fut particulièrement tumultueuse, et oui, il y a peut-être un nouveau président, un socio et avocat local qui prend en charge d'un club en pleine crise institutionnelle, donc ça c'est plutôt positif. Il est accompagné d'une nouvelle direction composée exclusivement de socios, la ville et des joueurs s'unissant pour payer la caution pour finaliser le rachat, mais sur le terrain, ça ne va pas très fort. L'Osasuna se trouve relégable à la dernière journée, alors que la situation financière du club est en danger. Une relégation vers la 3e division se mènera à une banqueroute certaine et la fin de l'existence du club basque qui allait bientôt fêter ses 100 ans d'existence. Un déplacement à Sabadell lors de la dernière journée est leur ultime chance de survie avec un point suffisant pour rester en Segunda Division. Segunda Division, toujours cet accent, toujours aussi parfait. Citoyen du monde. Encore une origine insoupçonnée chez Tom Abadi. Mené 2-0 à 15 minutes du terme, des milliers de supporters basques se sont déplacés en Catalogne, n'y croient plus. Et pourtant, un miracle se produit. Les occasions s'enchaînent des deux côtés, mais c'est d'abord David Garcia, mais surtout Javier Flaño, qui égalise sur corner. Le virage rouge explose, Osasuna pour regarder vers l'avant, vers une histoire nouvelle. Magnifique, et je suppose qu'après un tel événement, les clubs et les supporters vont faire en sorte que l'histoire ne se répète pas avec les erreurs qui ont été faites par le passé. Effectivement, des supporters présents à Sabadell sont ceux qui sont présents à la finale de Vicente Calderón en 2005. C'est ceux qui se souviennent de la Coupe d'Europe, mais surtout ceux qui n'oublient jamais d'où vient le club, l'importance du travail et de l'honneur. Cet honneur qui avait quelque peu été perdu par les nombreux scandales de l'ancienne direction. Alors, où retrouver ces sources dans l'académie du club, dont l'importance a été amoindrie ces dernières années? La Taronar devient l'épicentre du projet de redéveloppement du club, qui grâce à une saison dans l'élite avait remboursé ses dettes. Pachi Punal, joueur de la finale de 2005, reprend le charge de l'académie, mais c'est surtout l'arrivée du coach Arrasate qui vient permettre l'inclusion d'une vraie colonne vertébrale formée au club. Pourquoi s'en priver quand l'académie a formé Nacho Monreal, Mikel Merino, Javier Martinez, Raúl Garcia ou César Azpilicueta? La force de caractère des habitants de Navarre se ressent dans la nouvelle équipe particulièrement combative qui ne lâche jamais rien jusqu'à la dernière minute. Les joueurs veulent rendre leurs supporters fiers, eux qui ont sauvé le club à multiples reprises. Le coach a le soutien de sa direction qui assure que même si le bateau est proche de couler, il continuera d'être guidé par le même capitaine. Oui, à l'instar de ce que font ses voisins de Bilbao et de la Real Sociedad, évidemment, le club s'est appuyé sur les richesses de sa région. Et justement, après tant d'années difficiles, est-ce qu'on peut se projeter sur les années à venir un petit peu ? Un peu type poteau carré, on va effectivement essayer de se projeter assez rapidement sur le futur de ce petit club d'Osasuna. Les supporters disent souvent que chaque belle histoire a un commencement. La nôtre a démarré à Sabadell. Muni d'un stade El Sadar rénové il y a quelques années et agrandi à 23 000 places, Osasuna s'est installé au milieu du tableau de la Liga depuis 4 saisons, maintenant avec l'une des meilleures ambiances du pays et surtout des revenus du coup privés, avec beaucoup plus de sponsoring au stade. Le club a même vécu un rêve éveillé la saison dernière avec une 7e place et une nouvelle finale perdue en Copa del Rey. Finale magnifiquement racontée dans le documentaire de Copa 90 qui a inspiré cet épisode. Fort de son identité navarraise avec 70% de l'effectif né ou formé dans la région, Osasuna est aujourd'hui en bonne santé, la fierté de sa région et peut continuer de rêver de belles campagnes européennes. Même si franchement, les supporters semblent très heureux avec ce qu'ils ont. Un club qui nous rappelle pourquoi on aime le football romantique et populaire. Eh bien, merci Tom de nous avoir évidemment volé un épisode de Poteau Carré qu'on aurait très bien pu faire en format long. Tu as décidé j'avais de proposé faire l'année dernière. Hein. Non, mais bravo pour cet épisode sur le club de la ville de Pampelune, comme tu dis. Bravo pour ton magnifique accent espagnol. Et évidemment, c'est le genre de club qu'on aime. Dont on aime parler parce que c'est vrai que c'est des petits clubs qui travaillent bien avec des modèles un petit peu originaux et qui valent le coup d'être un petit peu mis en valeur aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à rester connecté sur 11e art, à vous abonner, à liker et surtout à suivre les nouveaux épisodes qui sont publiés dans les prochaines semaines. Allez, ciao à tous!